À tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast et un nouveau post-mortem, bien sûr. Le post-mortem, c'est notre format qui est consacré au bilan de chaque équipe des playoffs NBA suite à son élimination. On a déjà quelques épisodes qui sont sortis et aujourd'hui, direction Los Angeles. Et puisque l'épisode Lakers est déjà sorti, vous en doutez, on va parler de la franchise au bateau, donc des Clippers. Et comme souvent en ce moment, avec moi, question de rythme et de disponibilité d'enregistrement. Il est assez tard à l'heure à laquelle on enregistre. C'est Constant qui est avec moi. Comment ça va, Constant? Ça va, ça va. Bah, il est très tôt là, franchement, au niveau de l'enregistrement là. Franchement, si on était aux États-Unis, on enregistrait en plein après-midi, hein, donc on est à l'heure. Franchement, je trouve qu'on est à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est pour se mettre en forme avant, avant les matchs, évidemment. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on va s'attaquer, comme je le disais, à l'équipe qui change de logo. Avant ça, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes toujours les bienvenus. Et donc, l'équipe qui change de logo, le sujet du jour, c'est évidemment les Los Angeles Clippers. Les Clippers, on peut parler peut-être, alors je ne sais pas, d'un échec, d'un naufrage pour rester dans le champ lexical du bateau, ce serait peut-être un peu fort. En tout cas, une défaite, puisqu'on commence ces post-mortem par le bilan de la saison et surtout des playoffs. Une défaite face aux Mavs, une défaite assez logique au final, on va pouvoir en reparler. 4-2 en tant que quatrième seed face au cinquième seed qui était les Dallas Mavericks. Donc, Constant, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Je vais te laisser le mot, savoir si on parle vraiment d'un échec. Est-ce que, bon, évidemment, on commence par parler par la blessure de Kawhi, mais est-ce que ça explique vraiment tout ce qui s'est passé? Comme dirait un certain président, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Non, non, mais toujours est-il, ouais, enfin, disons que cette série, encore une fois, face aux Mavs, elle est entachée par une nouvelle fois la blessure de Kawhi Leonard qui, euh, les Clippers, c'est pas la première année, c'est même la troisième année quasiment de suite qui nous font le coup avec Kawhi de dire vous inquiétez pas, il est day to day, il va revenir. Et puis finalement, il joue le match 2 et le match 3, tu vois qu'il est pas du tout en santé. Et puis après, Raus, fin de saison, merci à tous. Franchement, ce premier tour des Clippers, il est loin d'être honteux. C'est un peu comme le premier tour face aux Suns l'an dernier, avec un peu plus de talent offensif, parce que tu avais quand même James Harden et Paul George qui étaient présents, mais c'était une équipe qui a remporté 2 matchs sur le shot-making, finalement, puisqu'il y a ce match 1 qu'il remporte où il tire à 18 sur 36 à 3 points, et il y a ce match 4 absolument extraordinaire au niveau du shot-making, notamment James Harden et Paul George qui ont sorti une masterclass en termes de sanctions sur pull-up et de capacité de shot-making sur isolation, où ils sont quand même pas passés très loin de se prendre une correctionnelle parce qu'ils mènent de 31 et les Mavs remontent ce moins 31 en l'espace d'un quart temps et demi. Où justement, vous voyez qu'il y avait ce manque de variété offensive et c'est un des gros points noirs de la série des Clippers, c'est que les Mavs, sur toutes les équipes du premier tour, avaient la meilleure défense près du cercle. Les Clippers n'arrivaient tout simplement pas à accéder au cercle, en tout cas à sanctionner cette défense très physique de Dallas sur le cercle et s'en remettaient au shot-making à 3 points pour remporter seulement des séries. Enfin, pour remporter seulement des matchs sur cette série. Ce qui est un petit peu triste, on va dire, c'est que justement, ils reprennent le Game 4 à Dallas, où ils sont à 2 doigts de faire un choke, enfin, d'égaler un record qu'ils avaient établi eux-mêmes, mais de l'autre côté, du plus gros comeback de l'histoire des playoffs avec 31 points. Et il y a le 3 points de Paul George pour repasser devant dans le match. Tu te dis, ça y est, le momentum est complètement relancé sur le match 4. Ah, j'ai envie de dire un peu comme souvent dès que on est dans une série de playoffs et que le numéro du match dépasse le quatrième, James Harden qui passe à côté et Paul George aussi. Et sur le match 6, ils prennent un petit peu une raclée. Disons qu'ils avaient manqué de solutions. Enfin, ils ont un peu manqué de solutions au poste de pivot. Zubac fait plutôt une bonne série en attaque, voire même une très bonne série. Par contre, il s'est fait sanctionner sur la défense sur Kyrie Irving et la défense sur Luka Doncic. Du coup, Tyronn Lue sur le match 6, il se dit bon, qu'est-ce que je fais là, j'avais mon Amir Kofi, là, ça marche pas dans le starting 5. Allez, on est en 2018, PJ Tucker, tu vas aller dans le starting 5. Et puis, pas de discussion. Non, mais très difficile cette série des Clippers. Harden a été au niveau. Très franchement, on peut pas lui reprocher énormément. Voilà, sur le 5 et sur le 6, il passe un peu à côté, mais il passe moins à côté que Paul George, je trouve, qui a été un peu en deçà de ses pompes. Russell Westbrook a été catastrophique en dehors du match 1. Il a été catastrophique. Alors ok, les fans de Westbrook vont me dire, il n'est pas utilisé dans les meilleures conditions, il est dans son corner, etc., etc. Mais même sur les tirs près du cercle, il était catastrophique d'adresse.
Terrence Mann, que j'ai envie de noter, qui a fait quand même une belle série avec pas mal d'adresses. Norman Powell, qui avait bien sanctionné, en tout cas à 3 points. Et voilà, c'est une équipe qui, en l'absence de Kawhi, était une nouvelle fois trop court pour battre un Kyrie Irving en mission sur cette série. Oui, c'est un peu ça. Finalement, ce qu'on peut retirer, c'est que on a eu ce qu'on pouvait à peu près attendre de tout le monde du côté des Clippers en l'absence de Kawhi Leonard. Tu as Harden qui a une malédiction, on dirait en ce moment, qui rejoint des projets à chaque fois pour être, alors peut-être pas le complément, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas avoir un peu moins de responsabilité que ce qu'il a eu pendant le pic de sa carrière, notamment à Houston. Donc quand il rejoint Joel Embiid, puis là quand il rejoint Kawhi et Paul George, et qui se retrouve donc suite à des circonstances, à la blessure de Kawhi, mais à devoir voilà rendosser le costume. Les responsabilités, qui fait un super Game 4 comme tu l'as dit. Après ça devient plus compliqué en termes de shot making. Bon, on est en 2024, voilà, c'est difficile d'en tenir rigueur à James Harden à ce point-là. Paul George peut-être un peu plus, mais quand même Paul George même chose, hein. Paul George 34 ans, bon ben voilà, les Clippers sont un peu plus courts. Après le reste, les Norman Powell comme tu l'as dit, les Terrence Mann, on va pas leur en demander beaucoup plus. Et l'utilisation de Westbrook, juste pour revenir là-dessus, bon, justement une nouvelle fois on est en 2024, c'est le Westbrook 35 ans, on va pas tout mettre en place pour tirer un maximum un système mis en place autour de Russell Westbrook. Bon, c'est dommage, effectivement tu sors de ce premier tour, mais au moins tu sors pas avec le plus grand des déshonneurs. La problématique, c'est, et on en plaisantait entre nous hors antenne, c'est que la problématique, c'est toujours la même avec ces Clippers. C'est que le point, alors normalement c'est un point peut-être qu'on aborde un peu plus vite dans ces post-mortem, ça va peut-être être le gros point pour les Clippers d'aujourd'hui, la question de la temporalité, puisque donc le projet, c'était le projet Kawhi Paul George, on va l'appeler comme ça. Kawhi qui sortait de cette campagne magnifique avec ces 4 séries de playoffs gagnées à Toronto, et puis depuis qu'il est aux Clippers, c'est 3 petites séries gagnées, c'est évidemment beaucoup de blessures, et on se retrouve dans cette situation assez peu évidente, comme je le disais aussi en intro, de changement de logo. Il va y avoir ce changement de salle, et on n'a pas beaucoup d'options, on n'a pas beaucoup de choses plus à faire que de continuer dans ce projet. Alors en fait, c'est là toute la problématique de ce post-mortem, c'est qu'on ne peut pas se projeter pour 2 raisons. Première raison, c'est les Clippers sont une équipe de la seconde improne. Donc, ils sont limités au niveau de leur mouvement et de leur possibilité de changer l'effectif. Déjà, ils sont limités au niveau des assets, hein, puisque les seuls pics de draft qui peuvent échanger, c'est le pic de draft 2030 et un swap en 2031. Sachant que j'ai demandé des conseils, enfin j'ai demandé à Tom la confirmation, puisque vous savez, si vous êtes dans la seconde apron plusieurs années consécutives, vous ne pouvez pas échanger votre pick de draft N+7. Donc techniquement, il pourrait même pas échanger le pick de draft 2031, à voir au niveau peut-être de la temporalité avant ou après la draft, peut-être que tu peux un peu tricher sur cet aspect-là, mais on n'est même pas sûr qu'il puisse utiliser. Donc en gros, tu as un pick de draft 2030, sachant que tu ne peux pas faire, comme tu es dans la seconde apron, tu ne peux pas faire du 2 pour 1, tu ne peux pas prendre 2 salaires pour toi contre un seul joueur, donc tu es aussi limité sur cet aspect-là. Et le deuxième point, comme tu l'as dit, changement de salle, changement de marketing, on va dire, en tout cas changement de logo, changement de tenue, tout est fait flambant neuf. Et bah là, pour le coup, le paquebot il est flambant neuf, sauf que le problème, c'est que on va dire que les matériaux sur lesquels a été construit le paquebot est un petit peu rouillé, même beaucoup rouillé, et que ce matériau, enfin ces matériaux se dégradent assez vite et assez souvent malheureusement. Et du coup, bah, c'est difficile de se projeter par rapport à d'autres équipes comme Orlando par exemple, où tu as l'impression que le champ des possibles, pour citer lui, est un peu immense. Bah, en fait, les Clippers, bah, tu sais ce que veut Proprio. Proprio, il veut ouvrir la nouvelle salle avec James Harden, Kawhi Leonard et Paul George en tête d'affiche. Donc à partir de là, on est assez limité, on va dire, sur notre imagination. Et sur l'état du projet, bah oui, tu es dans ta 4e année, 5e année du projet Kawhi Paul George. Tu as gagné une série de playoffs de plus que les Hawks de Trae Young. Une série de plus que les Hawks de Trae Young. C'est-à-dire que si le vainqueur du Pacers Knicks, si c'est les Knicks en 2 ans auront remporté autant de séries de playoffs que les Clippers depuis l'arrivée de Paul George et de Kawhi Leonard. Ça, c'est quand même dramatique. Donc voilà, au niveau du projet, bah, c'est difficile encore une fois de leur tenir rigueur en disant, comme tu l'as dit, Kawhi, il fait 4 séries en pleine santé du côté de Toronto, il arrive aux Clippers, et finalement 2021 il se blesse, 2022 il se blesse, 2023 il se blesse, et 2024 il se blesse aussi. C'est-à-dire que la dernière série de playoffs
que Kawhi a joué en santé, enfin complètement en santé, c'est le premier tour face aux Clippers en 2021, puisqu'il se blesse contre Utah en 2021 en demi-conf. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, on est sur un projet où tu arrives dans ta 5e année, mais on a l'impression que tu multiplies les itérations, que tu multiplies les tentatives pour que la finalité soit là. Oui, et comme tu le disais, tu n'as pas vraiment le choix. Alors, on va être à cheval. Un peu le plan va être un peu sur ces post-mortem, on va un peu se croiser, mais entre les questions à régler et la temporalité, on est un peu sur le même thème, comme tu le disais. A priori, il y a très peu de chances de voir autre chose que la triplette Kawhi, Paul George, James Harden pour inaugurer cette nouvelle salle du côté des Clippers. C'est un projet, ne serait-ce que parce que oui, il y a le basket et c'est vrai qu'on est toujours, notamment quand on est du point de vue des fans, on a toujours envie de voir l'équipe progresser du point de vue terrain pour dans l'objectif du titre. Il y a aussi le marketing tout autour et une année 1 d'un rebranding pour faire un anglicisme, en tout cas d'une nouvelle identité visuelle. Tu as besoin aussi de têtes fortes. Et du coup, dans ces questions à régler qui vont avec la temporalité, il y a les contrats, le payroll, comme on dit du côté des Clippers, il est compliqué. Donc il y a un James Harden à prolonger, il y a un Paul George aussi éventuellement qui a une player option, si je ne dis pas de bêtises, pour l'année prochaine. Et c'est les deux premiers cas. On va mettre les autres après. C'est les deux premiers cas. Comment tu fais et qu'est-ce que tu leur offres? Parce que c'est aussi des joueurs. Si tu leur offres des gros contrats, un Paul George, s'il demande, enfin, tu vas pas donner 5 ans à Paul George, 35 ans. Ça semble à peu près compliqué. Tu vas te retrouver avec un contrat très lourd pour la suite. Quelle est sa vraie trade value? Est-ce que dedans peut y avoir aussi en plus des no trade clauses, etc. Vraie question, les contrats de James Harden et Paul George. Vraie question, surtout que oui, tu peux pas donner 5 ans à Paul George, 35 ans, parce que sinon il y aurait la règle over 38 qui rentre Oui, en en plus. compte. Là, pour ceux qui savent pas, la règle over 38, c'est on va prendre un exemple. On va prendre un exemple pour illustrer. Les Rockets, quand ils signent Jeff Green, là, ils le signent et il me semble que Jeff Green, au niveau de son contrat, c'est over 38. Donc, en gros, si vous signez un joueur et dans ses années de contrat, son âge dépasse 38 ans, et ben sur le calcul du salaire, toutes les années au-dessus de 38 ans seront indexées sur sa dernière saison avant 38 ans. Je vais prendre un exemple. Si vous signez un joueur de 38 ans, si vous signez un joueur de 37 ans pour 3 ans et 15 millions, et ben sur la dernière saison, ça va être les années au-dessus de 38 ans qui vont être ajoutées. Donc, il va avoir 10 millions sur sa dernière saison, potentiellement pour éviter une retraite, pour éviter que tu étales sur une trop longue durée les contrats pour que les joueurs puissent prendre leur retraite et du coup, pour les payer moins au fur et à mesure des années. C'était pas très clair, mais vous aurez saisi, je pense, l'idée. Non, mais au niveau des contrats, déjà, il y a eu la prolongation en cours de saison de Kawhi pour 3 ans et un peu moins du max, parce qu'il me semble que, alors avec les contrats télé, ça va être difficile de vraiment estimer, mais on est sur quelque chose comme 150 millions sur 3 ans, donc on n'est pas vraiment sur un taux d'augmentation complètement au max, on n'est pas sur les 8%. Par contre, comme tu l'as dit, il y a un vrai questionnement à se poser sur Paul George. Prendra-t-il ou ne prendra-t-il pas sa player option? Déjà, c'est la première problématique. Parce que voilà, Paul George a encore 34 ans, il sort d'une saison relativement bonne, que ce soit au niveau de sa disponibilité ou que ce soit au niveau de son niveau de jeu. Est-ce qu'il se dit potentiellement, je peux prendre ma dernière année à 35% du cap en se disant que la différence entre ce que on va me proposer cet été et ce qu'on va me proposer l'été prochain ne permettra pas de compenser la différence que je pourrais toucher si mon contrat débutait cet été par rapport à la player option que j'ai actuellement? C'est une possibilité. Peut-être aussi que Paul George a envie de changer de cadre. On le voit, il y a beaucoup de rumeurs autour de Philadelphie potentiellement, où Daryl Morey pourrait être intéressé à l'idée de le faire venir. Donc voilà, c'est une vraie problématique. James Harden, lui, est complètement free agent. À voir combien tu souhaites lui donner. On sait que du côté de Philly, ce qui avait un petit peu, voire même beaucoup coincé, c'était le fait que Daryl Morey refusait de lui donner le max sur une longue durée. Est-ce que Steve Ballmer et Lawrence Frank, qui est le general manager, seront prêts à faire ça? Je sais pas. Mais il y a une problématique pour moi qui est énorme. Déjà, c'est que le proprio veut son trio d'affiches pour inaugurer la salle. Et surtout, si tu ne prolonges pas Paul George et ou James Harden, tu n'as pas de marge financière pour te renforcer ni d'assets. Donc, si tu veux rester dans une optique de compétitivité et de on joue le titre, tu te retrouves forcé soit de prolonger James Harden, soit, si Paul George prend sa player option, de le garder une saison supplémentaire. Donc pour moi, tu es un peu au pied du mur avec la question de dire, si tu gardes ta même philosophie de on est contender, tu dois prolonger ces deux joueurs, ou alors, si Paul George prend sa player option, une question au niveau de l'extension.
Oui, puis comme tu l'as dit, c'est vrai que l'autre point qu'on a laissé un peu en sous-texte, mais qu'on peut expliciter, c'est effectivement le manque d'assets et du coup de marge de manœuvre du côté des Clippers. C'est vrai que comme tu peux pas faire des deux contrats pour un, comment tu values, je sais pas, qui voudrait échanger PJ Tucker, justement, tiens, pour le reciter, mais c'est pas contre lui, mais PJ Tucker en 2024, qui est un contrat expirant, qui pourrait être dans l'absolu un contrat qui pourrait avoir une valeur sur certaines équipes. Qu'est-ce que tu récupères en 2024 pour PJ Tucker? Probablement pas quelqu'un qui va régler tes soucis, notamment tes soucis peut-être à l'intérieur de rotation de poste 5. Et quel partenaire pour récupérer ce type de joueur? C'est compliqué. Quelles autres équipes voudraient aider les Clippers et auraient un intérêt à récupérer les joueurs de rotation actuels des Clippers? Ça semble à peu près compliqué. Je sais pas. Oui, effectivement, c'est les 76ers peut-être qui est le nom qu'on retrouve le plus souvent. Il y a quelques rumeurs, je pense que c'est, enfin, de ce que j'ai lu, c'est plus du côté des fans des Bien Clippers qu'on sûr. aimerait voir des trades avec le Heat, avec Indiana, peut-être avec des équipes comme ça, mais a priori, c'est pas spécialement dans les tuyaux. Ce qui nous fait voilà, une vraie problématique et une problématique qui se rallonge un petit peu. Alors, une nouvelle fois, je croise un peu les thèmes, mais parce que si on se projette une année en plus derrière, ça va être très bien cette première année. Admettons qu'on ait réussi, soit Paul George a gardé sa player option, en tout cas Paul George est là, James Harden a accepté un contrat relativement raisonnable, mais très important tout de même a priori. Ouais. Très bien, rebelote. On fait une année avec cette équipe-là qui n'est pas mauvaise. Bon, ça peut bien se passer, mais a priori, ça peut être compliqué d'envisager un titre à l'été 2025. Et là, mon cher Constant, là, ça se complexifie. Ah bah là, Encore, j'ai envie de dire. ah bah là. Mais déjà, il faut aussi le préciser, c'est que les Clippers, vous l'avez compris, sont dans la seconde apron, mais les Clippers, sur les 3 dernières années, ont payé plus de 350 millions de luxury tax. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 350 millions de luxury tax. C'est-à-dire que les Clippers, et franchement, j'avais hésité à faire la blague de reprendre des extraits, parce que j'avais déjà fait le post-mortem sur les Clippers, de reprendre des blocs de texte de ce que j'avais dit de l'an dernier et de les réutiliser tellement la situation, hormis James Harden, est la même. C'est une franchise, enfin c'est un projet qui aurait déjà explosé si le proprio n'était pas déjà un fan de son équipe. Je pense que si tu avais, je sais pas, essaye de trouver un proprio qui est pas hyper fan de son équipe. Si tu étais à... Je bah, ne si voudrais t'es- pas parler des Chicago Bulls, mais pas loin. Ah non, il est fan de son taux de remplissage, le proprio des Bulls. Mais je sais pas si si t'étais fan des Pels, par exemple, la proprio, qui est aussi la proprio des Saints, a pas l'air de super fan de son équipe. Bon, c'est un groupe qui aurait déjà explosé tellement ils ont payé quasi un demi-milliard ou un tiers de milliard de luxury tax sur les 3 dernières années, et ça ne va pas aller en s'améliorant parce qu'il y a la seconde apron, parce qu'il y a la repeater tax, et comme vous l'avez si bien expliqué Tom et Amine lors des podcasts CBL l'été dernier, eh ben la seconde apron et les pénalités au niveau de la luxury tax sont beaucoup plus pénalisantes que ce que ça l'était sous l'ancien CBA. Donc après, ouais, voilà, déjà ils sont bloqués sur ça, et en plus au niveau des contrats, parce que les Clippers, bon, ils ont 3 joueurs à 35% avec Kawhi, Paul George et James Harden, mais ils ont quand même quantité de contrats que moi je considère comme plutôt valuable. Norman Powell à 13% du cap, Vika Zubac à 8% du cap, Terrence Mann à 8% du cap. Même un joueur comme Amir Kofi, qui a été un joueur très utile dans la rotation cette saison, qui a starté des matchs en playoff avec l'absence de Kawhi Leonard, 3% du cap. Sauf que, hormis Norman Powell, qui a une année garantie sur la saison 2025-2026, tous ces joueurs sont unrestricted free agent à l'été 2025. Alors, il y en a quelques-uns qui sont éligibles pour des extensions. Norman Powell, par exemple, est déjà éligible à une extension, tout comme Terrence Mann, tout comme Amir Kofi. Ce n'est pas le cas de Vika Zubac, alors pour une raison que j'ignore, mais pourtant il remplit les critères, normalement plus de 3 ans, contrat de 4 ans, etc., etc., mais il ne remplit pas les critères. Il y a peut-être un astérisque dans le CBA que je n'ai pas et qui me manque. Peut-être que Tom, en écoutant ça, doit s'arracher les cheveux en disant « Mais si, c'est sûr, c'est évident !» Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Non, toujours est-il que la capacité de ces Clippers à être contender et à jouer à un niveau qu'on avait vu au mois de janvier qui était extraordinaire, c'était oui le star power de Kawhi, de Paul George et de James Harden, mais aussi tout plein de petits contrats et de joueurs très utiles. Terrence Mann était le 5e titulaire parfait à côté des 4 autres. Ivica Zubac, on peut critiquer ses lacunes, notamment défensives, mais toujours est-il que sur une saison régulière, c'est un profil intéressant de par son apport, que ce soit sur la pose d'écran, que ce soit le scoring via du post-up. Norman Powell est un joueur parfait à mettre, c'est même
honteux d'avoir un joueur de la qualité de Norman Powell qui est juste un spot-up shooter et c'est vraiment un sixième homme de luxe dans cet effectif. Et après, à partir du moment où tu prolonges Kawhi, partons du principe que, allez, Kawhi est sous contrat, il prolonge Paul George, je sais pas, ils lui mettent allez, 30% du cap sur les 3 prochaines années, il prolonge Harden, ils mettent 30% du cap sur les 3 prochaines années. Quand il va falloir prolonger Zubac qui risque d'avoir un petit peu de valeur marchande, quand il va falloir prolonger Terrence Mann qui risque un peu d'avoir de valeur marchande, tous ces contrats vont devoir être revalorisés. Et je pense que tu as un moment où même avec un propriétaire qui est riche comme Crésus et qui vaut à lui tout seul quasiment 18 franchises NBA en cumul de valeur ajoutée, il y a un moment où ces joueurs peuvent aller voir ailleurs. Et je pense que l'âge n'aide pas, et en plus, ces situations contractuelles de la quasi-intégralité de notre roster est expirant d'ici une saison font que il y a peut-être un espèce de situation inéluctable qui va arriver de même si tu refuses entre guillemets même si tu continues en investissant l'argent, ça va peut-être s'effriter de lui-même finalement. C'est vrai que c'est une situation assez particulière. Tu as difficilement un proprio plus impliqué émotionnellement, alors avec les bons et les mauvais côtés qui vont avec, mais qu'un Steve Ballmer, donc pour donner son nom, mais en plus qui a les poches qui sont très très profondes. Donc ça, c'est au moins le bon côté. Mais je vais revenir avec tout ce que tu as dit avec cette histoire de temporalité, puisque c'est vrai que, et tu l'as dit un peu comme ça rapidement, on en avait parlé notamment sur les bilans de saison, mais c'est vrai qu'au mois de mars, en tout cas juste avant l'All-Star Game, on parle des Clippers comme peut-être la meilleure équipe de la ligue. Ils font un run de 28-7, si je dis pas de bêtises, où à ce moment-là, ils jouent très très bien. Donc ces joueurs-là, dont tu as cité les noms, les Terrence Mann, les Norman Powell, les Zubac, qui sont, et même Russell Westbrook, dont tu n'as pas cité le nom, mais qui ont des comptes. Ouais, voilà, qui ont des contrats, un Bones Island aussi qui voit le terrain, qui ont des contrats assez valuables à l'instant T, en tout cas pour cette saison-là. Plus tu vas avancer dans la temporalité, tu vas avoir, mettons, Paul George, James Harden et Kawhi Leonard plus vieux, et la difficulté d'avoir des joueurs de production suffisante pour une équipe titrable à un niveau financier, en tout cas avec un rapport entre la qualité terrain et leur contrat suffisante, ou en tout cas que tu puisses payer facilement, autant que cette année, on est quand même sur une équipe, qui sort au premier tour, donc on a l'impression qu'ils sont très loin, mais au final, avec Kawhi sur le terrain, et pendant une période, il faisait partie des contenders, voire des favoris, même des bookmakers, donc on était sur un projet qui faisait sens du côté terrain. Le problème, c'est qu'en avançant, et c'est pas pour rien qu'on dit souvent que le titre, c'est une histoire de joueurs en troisième contrat, c'est qu'au bout d'un moment, plus ça va, plus c'est compliqué. Voilà, avec 3 joueurs, comme tu le disais, qui vont prendre la très grande majorité de ton cap, d'avoir des vrais joueurs productifs de la qualité. Je le cite une nouvelle fois, mais c'est vrai que les Norman Powell, les Terrence Mann, notamment, ou Ivica Zubac, quand même, pour 10 millions, enfin c'est 18 millions pour Norman Powell, pour parler en absolu et plus en pourcentage de cap, mais c'est à peu près la même chose. Pour ce prix-là, c'est quand même c'est quelque chose qui va être difficile à retrouver et à re-signer en 2025, surtout si tu dois faire ça. Comme tu le disais, c'est ce qui était sous-entendu. Si tu n'as que Norman Powell et Kawhi, donc plus peut-être Paul George et James Harden sous contrat à ce moment-là, ça fait beaucoup de monde à remplacer d'un coup quand même. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est là un peu tout le drame de ces Clippers, c'est que effectivement, décembre, janvier, ils sont injouables. Franchement, c'était la meilleure équipe NBA, c'est-à-dire que même Boston ne rivalisait pas avec cette équipe hein, dans ce que les Clippers montraient. Offensivement, ils font 2 mois là, ils sont extraordinaires. Et réécoutez les épisodes, je pense que sur les épisodes un peu entre janvier et février, il me semble que Adrien, on avait fait un 4 quarts, on avait parlé des Clippers en équipe positive. Moi, je les avais mis je considérais qu'à l'époque, il y avait 4 contenders, c'était les Bucks, les Clippers, les Celtics et les Nuggets. Et finalement, ils se retrouvent éliminés au premier tour. Et c'est un peu tout ce qui est dramatique avec ces Clippers, c'est que tu regardes le roster, franchement, ils ont un roster d'équipe championne. Genre, il y a toutes les pièces. Il y a toutes les pièces. Il y a le star power à l'aile. En tout cas. Oui, titrable. En tout cas, d'une équipe contender où quand tu débutes la saison, tu dis, bon alors, quand on fait l'épisode en septembre là sur la fenêtre de titre, tu regardes les Clippers, tu fais bon ok, ils cochent toutes les cases. Le MVP, ils l'ont. Le joueur tout en haut du DH20, ils l'ont avec Kawhi Leonard. Les role players d'élite, on parle souvent là, c'est un thème qui revient à la mode ces derniers temps, notamment sur ces playoffs, c'est la capacité d'avoir ton 5e titulaire, ton 4e titulaire, plus
ton sixième et ton septième joueur de rotation qui sont des joueurs impactants. C'est ce qui a notamment fait défaut aux Suns. Tu regardes Norman Powell, Terrence Mann, Ivica Zubac, c'est bon. Tu regardes au niveau des profils, ils ont Amir Kofi, qui est un ailier un peu physique, qui peut sanctionner à 3 points. Tu as Norman Powell, qui est un scoreur explosif en sortie de banc, capable de sanctionner. Tu as Zubac, Plumlee, plus Daniel Theis. C'est-à-dire que tu as une rotation où, au niveau des profils, que ce soit défensivement ou offensivement, tu peux les varier aussi. En fait, tu as tout, sauf la santé et aussi, on va dire, une certaine tendance pour Paul George et pour James Harden à baisser un petit peu leur niveau en playoff. Mais ça, c'est en fait, ils n'ont pas. Enfin, je vois pas comment tu peux avoir un effectif meilleur que l'effectif qu'ils ont actuellement. En tout cas, un effectif encore plus titrable que l'effectif qu'ils ont actuellement. Sauf que ils paraissent tellement loin. Et encore une fois, pour ces questions de blessures. Et je pense que, comme tu l'as dit, la revalorisation de certains joueurs, plus la prolongation de Paul George et de James Harden, font que cette année, en termes juste de construction de roster, c'était peut-être la dernière année où ils allaient être le plus proche du titre. Ouais, comme tu as dit, au final, ce qui leur manque, c'est. Alors, le terme anglais, c'est reliable, mais disons que ton franchise player il soit là sur le terrain et productif, justement, Fiable. qu'il puisse un peu compenser. Comme on voit des Anthony Edwards sur cette campagne, on risque d'en reparler, mais des chez Gilius Alexander, des joueurs comme ça, qui vont permettre de compenser justement les hauts et les bas de ces joueurs, des James Harden ou de Paul George, qui, comme tu as dit, même si on peut mettre quelques critiques, notamment le match 5, tu l'as rappelé, mais il faut aussi rappeler que James Harden, pratiquement à lui tout seul, il te gagne le match 4, et c'est pas donné d'avoir une théoriquement, troisième option qui est capable de te gagner un match de playoff pratiquement à lui tout seul. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, c'est vrai que ce post-mortem, il est assez. Il tourne un peu en rond, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on est un peu retourné au début avec le bilan de la saison, mais comme tu le disais, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On prend les mêmes problématiques. Alors certains diraient qu'on n'est pas très très loin de la définition de la folie, puisque on fait la même chose, on a à peu près les mêmes conséquences au final, et on recommence. Bon, je crois qu'a priori, on est reparti pour un tour. Je ne sais pas s'il y a encore un sujet que tu as envie d'aborder, mais j'ai l'impression que, bon, bah ok, on a remis une pièce dans la machine, on va remettre une pièce dans la machine. Alors, modulo les contrats Paul George, James Harden, mais a priori, on se dirige pour la même chose, c'est-à-dire de l'espoir, certes, si tout le monde est en santé, et en plus, avec ce changement de salle, on ne sait pas, un renouveau du côté des Clippers, tu seras potentiellement parmi les contenders. Bon, ce sera peut-être le dernier tour. Ouais, et puis, enfin, tout le truc aussi, c'est que l'horloge tourne aussi au niveau de ces Clippers, parce qu'on a parlé de l'âge, voilà, 33 ans pour Kawhi, 34 ans pour Paul George, Harden, il me semble il a 33 ans, 33, 34 ans. 34. Voilà, 34 ans. Alors, on sait que globalement, vous regardez un joueur comme KD, comme LeBron, etc., c'est des joueurs qui, finalement, on va dire que les joueurs de notre époque actuelle finissent mieux ou gardent leur niveau plus longtemps que les joueurs d'il y a une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Après, quand Mais LeBron bon, et KD sont à règle, en général, il faut se méfier un petit peu. non, mais tu vois, bon, pour le coup, Russell Westbrook, Non, c'est mais un bien peu le sûr, Kawhi ou contre-exemple. Paul George ont des jeux peut-être qui peuvent aussi, enfin des styles de jeu qui peuvent aussi, comme tu le disais, avec la médecine moderne, etc., qui peuvent permettre d'avoir une carrière peut-être un peu plus longue. Voilà. Excuse-moi de te couper. Non, non, mais tu as raison. Après, Kawhi, bon, la carrière, elle est peut-être plus longue, mais comme il y a 3 mois de repos sur 6, bon, ça aide un petit peu. Mais non, mais en fait, c'est aussi le timing. Et ça, pour le coup, je pense que Ben en parlera peut-être aussi sur l'épisode des Bucks, par exemple. C'est aussi le timing des blessures qui est systématiquement mauvais, quoi. C'est-à-dire que Kawhi, sa saison régulière, il va être au NBA puisqu'il a joué plus de 65 matchs. Ça Donc fait il est longtemps qu'il n'avait pas éligible. autant joué, Kawhi. Ah bah depuis, il me semble que c'est depuis la bulle qu'il n'avait pas autant joué. Enfin la saison dans la bulle, parce que si vous ramenez, il y a eu moins de matchs, donc si vous ramenez au pourcentage de matchs joués, je crois que ça doit être à peu près cette saison-là. Eh bah, sauf que l'an dernier, il se blesse après le Game 2 face aux Suns, et là, il se blesse juste avant la fin de la saison régulière. Donc c'est un petit peu, au niveau des timings, c'est un peu embêtant. Paul George, et puis sans même parler de 2021 où il se blesse face au Jazz, alors que honnêtement, c'était, je sais pas s'ils étaient champions, mais en tout cas, ils avaient une bonne tête à être capables d'aller sortir ces Suns en finale de conférence. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de proposer sans Kawhi, ensuite potentiellement d'aller retrouver Giannis en finale NBA. Mais
au niveau du timing, je pense que il y a un côté où ces Bucks et ces Clippers se ressemblent un peu et que vraiment le timing de blessure de leurs meilleurs joueurs sur les 2 dernières saisons est vraiment frappant où Giannis, ça fait 2 saisons que, il débute une post-season pas en santé ou alors qu'il est, diminué ou alors qu'il est absent. Donc attention à ces chances que tu peux potentiellement laisser passer et puis ouais, comme j'ai dit, il y a cette notion d'âge qui augmente, plus le fait, un joueur comme Russell Westbrook, on peut lui taper dessus, mais c'est des joueurs utiles en saison régulière. Un minimum. Alors oui, ça fonctionne pas tout le temps avec James Harden, etc. Mais quand on a un des trois qui est absent, là, pour le coup, Russell Westbrook, il prend tout son sens. Et potentiellement, c'est un joueur qui peut partir. Plumlee peut avoir des offres ailleurs, lui aussi qui est un joueur intéressant. Et je conclurai juste cet aspect-là en disant un dernier truc, c'est que quand on a fait quand on avait fait les previews de début de saison, on avait parlé du trade de James Harden en disant que là, ils envoyaient toute leur dernière force dans leur bataille. C'était vraiment le dernier move que tu pouvais faire en termes d'assets, en termes financiers. Et là, tu te retrouves obligé de stick with it et de voir si c'est capable de refonctionner l'année précédente en disant alors peut-être que cette année, Kawhi il sera pas blessé pour la 4e post-season de suite. C'est vrai, pour reprendre un des derniers points que tu as mis en avant avec Russell Westbrook, c'est vrai que tu as aussi la chance d'avoir dans tous les noms qu'on a cités des joueurs scalables, je dirais, dans un barbarisme, extensible. Je pense que le mot c'est extensible, que tu peux avoir dans ce roster où justement, dans la saison régulière, si tu as un meilleur. Est-ce qu'il y a un bon timing pour une blessure? C'est une autre question. Mais Il y a disons que des si tu as un plus meilleur mauvais timing en timings. saison régulière, voilà, il y en a des plus mauvais que d'autres, c'est vrai, c'est peut-être la bonne formule. En tout cas, en saison régulière, tu peux avoir justement des Russell Westbrook pour prendre un peu plus de responsabilité et te garder un niveau assez constant. Et puis, cette histoire de Kawhi, pendant la saison, on en discutait entre nous, on se disait, ça y est, la question, alors c'est très, comment dire, très centré Dunkebdo, mais de la problématique Kawhi au DH20 de l'été dernier, où on l'avait mis entre parenthèses, il était un peu en dehors, on commençait à se dire, bon, ça y est, c'est terminé, ça y est, il est là, il va vraiment compter dans le classement. Bon, il est bien possible que cette problématique revienne. Je ne sais pas exactement comment on va faire, mais ça, c'est nos sujets internes. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, effectivement, on remet une pièce dans la machine, on repart pour la même chose avec quelques mois de plus, une année de plus sous le capot. Donc, je ne sais pas si on a plus que de la foi en peut-être cette nouvelle identité, un souffle et un peu plus de chance sur la santé. Est-ce que tu vois une autre lueur d'espoir pour conclure, Constant? Non, moi je voudrais dire 2 choses. Peut-être que cet enchaînement de blessures, c'est peut-être le prix pour avoir tradé Blake Griffin. Ça, je pense que c'est une explication. Si on devait faire des scénarios un peu. Pourquoi les Raptors ont eu une année de Kawhi en pleine santé, les Clippers en ont 5 de Kawhi, il y a une post-season en bonne santé. Voilà, c'est aussi la malchance quand on juge les projets de manière rétrospective. Bon, je peux me tromper, comme disait Roland Courbis, mais il est très probable que ces Clippers ne terminent, enfin, en tout cas, cette itération Kawhi Paul George ne finit jamais baguée. Du coup, on pourrait se dire ça peut être un échec, surtout que OKC est potentiellement en train de viser les mêmes sommets que ce qu'ont visé, enfin que ce qu'ont atteint les Clippers, avec des joueurs qui ont été soit draftés par les Clippers, soit récupérés grâce au pic de draft des Clippers dans la personne de Jalen Williams. Donc rétrospectivement, tu peux juger, mais tu as aussi ce facteur chance qui fait que les Raptors, ils ont eu un run, enfin une année de Kawhi en pleine santé, surtout que de l'autre côté, notamment du côté des Warriors, ils n'étaient pas en pleine santé, eux, et les Clippers n'ont pas eu ça. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que la fenêtre de titre, quand elle est ouverte et que tout colle au niveau santé, tu n'as pas intérêt de la rater. Et ça m'amène à un point, c'est que oui, les Clippers n'ont pas été aidés par la chance, mais fallait pas de choc dans la bulle. Je suis désolé. Ça, c'est un point que j'aime souvent ramener, mais t'avais de juin en août, enfin non, c'est de février non, de mars à août qu'il n'y a pas de NBA. Donc t'as 6 mois sans NBA. Tout le monde était en bonne santé. Tu mènes 3-1 face aux Nuggets, tu mènes 2-16 dans le Game 5, tranquille. Hein. Tu perds 3-1 la série. Alors oui, je sais, on va me dire que y avait des luttes internes entre le groupe qui était là avant l'arrivée de Kawhi et Paul George, les Patrick Beverley, les Montrezl Harrell, les Lou Williams, mais c'est pas les luttes internes qui les empêchaient d'être devant de 3-1 face aux Nuggets. Donc, pour moi, c'est au-delà du côté un peu cocasse, c'est vraiment lorsque ta fenêtre de titre est ouverte, que tes joueurs sont en santé, tu n'as pas intérêt de la louper parce que potentiellement elle peut ne jamais se réouvrir ou que tu peux avoir des circonstances défavorables auxquelles tu ne t'attendais pas
qui font que tu seras jamais aussi proche que ce que tu n'as été. Et pour ceux qui nous voient sur YouTube et qui me voient rire à l'évocation de ce que dit Constant, je suis un peu d'accord avec lui, mais évidemment, la formule hors antenne était un peu différente. Vous excuserez mon langage, mais effectivement, je pense que la conclusion est bien. Il ne faut pas chier la bulle. Il fallait pas chier la bulle du côté, Fallait pas du chier les côté bulles, des hein. Clippers. Exactement, il faut pas chier les bulles. Ce sera un peu le bilan, mais le bilan du projet, c'est vrai qu'on le fera à la fin, probablement à l'été prochain, on pourra y revenir. Il y aura un podcast, parce que ce sera hyper intéressant de revenir sur cette période Kawhi Paul George, on va l'appeler comme ça, du côté des Clippers. Mais comme tu l'as dit, c'est toujours les bilans a posteriori. Il y a toujours plusieurs facteurs de donc, temporalité, on en parle souvent, de contexte et de chance. Malheureusement jusque-là, en tout cas, on ne sait jamais de ce qui peut se passer la saison prochaine. En tout cas, pour les supporters des Clippers, courage à vous. On vous souhaite un peu plus de chance pour la saison prochaine. Pour le moment, voilà, ça va être un été de repos. On sait à peu près à quoi s'attendre. Donc, a priori, il n'y a plus qu'à profiter de la suite des playoffs. Un peu comme nous, d'ailleurs, Constant, puisqu'on arrive au bout de ce post-mortem, qu'il nous en reste quelques-uns, que les séries avancent, qu'il y en aura d'autres. Pour certains, j'ai envie de t'en souhaiter un le plus tard possible. Et puis donc, évidemment, merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusque-là. On croise les doigts, bien sûr. À ceux et celles qui nous ont écoutés jusque-là. Et on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut, merci Constant. Salut.